Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Etchi pour l'introduction d'Eto avec la V9. Pour introduire cette faction qui font partie des Xenos, le codex était apparu lors de la V3 de Warhammer 40 000 en 2001. Ensuite, ils ont eu un deuxième codex lors de la V4 en 2006, un quatrième en 2015 avec la 7ème édition, et le dernier, celui qu'on joue aujourd'hui, est la version 5 qui était sortie en mars 2018 pour la V8. Toi, déjà, depuis quand tu joues les taux et comment tu les avais découverts? Moi, je les avais découverts avec le White Dwarf qui était sorti juste avant le codex et l'annonce du codex où à l'arrière il y avait une image et j'étais parti en vacances et j'avais regardé cette image pendant 2 mois non-stop en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me faut absolument. C'était donc en 2001. Ouais, j'avais 14 ans et du coup j'en ai acheté, j'en ai peint 2 et j'ai plus jamais lâché les taux. Ils étaient déjà peints en noir, c'était l'armée de mes rêves et c'était vraiment que... C'était déjà seulement du Chaos Black et c'est tout. Exactement, que du Chaos Black et c'est tout. À l'époque, je payais une épaulette en blanc, c'était très chiant sur le fond, sur le Chaos Black et c'était pas beau. Et surtout, j'avais choisi cette armée, mais vraiment que pour le look. Sur cette image, rien ne disait des règles, rien ne disait rien, mais je trouvais ces nouveaux petits fantassins trop stylés avec leurs grosses épaulettes là, et voilà. J'en ai parlé, on est donc sur une race extraterrestre au sein de l'univers de Warhammer 40 000. Qu'est-ce qui définit les taux, aussi bien au niveau justement de leur esthétisme et aussi au niveau de leur gameplay? Alors au niveau du gameplay, les taux, c'est intéressant parce qu'ils sont très très fortement liés avec leur fluff. Et dans le fluff, par exemple, c'est pas des guerriers exceptionnels. Ils ont un esprit guerrier très fort, une capacité physique vachement moindre par rapport à leur volonté. Et ça se représente beaucoup dans leur capacité de combat, c'est-à-dire qu'ils sont très mauvais au corps à corps. Ils sont très mauvais au tir aussi, parce qu'en fait, dans le fluff, c'est dit qu'ils ne voient pas en 3D, donc ils ont du mal à viser. Mais par contre, leur volonté de se battre a fait qu'ils ont développé énormément de technologie et que c'est devenu une armée qui est centrée sur la puissance de feu et le volume de feu. C'est-à-dire que les mecs, ils ont les armes les plus modernes, ils tirent non-stop et... C'est la technologie avant le skill, quoi. Exactement. Et après, si t'as un coup sur 2, ça touche, alors c'est bon. Au niveau du style, c'est une armée qui est très influencée par le Japon médiéval, avec notamment donc ces grosses épaulettes, et aussi le Japon tout court avec les Gundam et les robots. Et au niveau du style des unités, c'est intéressant, ça s'est développé au fur et à mesure de ces codex dont tu parles, où au début, quand c'est sorti, il y avait quasiment rien. Tous les premiers, il y avait Broadside, Crisis, une seule unité d'infanterie. Il y avait le Hammerhead. Moi, justement, je me rappelle il y avait le Hammerhead. Hammerhead. L'arme ultime anti-char. Avec le ray gun qui tirait une petite gélule comme ça, mais qui t'explosait à l'Eban Royce. Et il y avait les croûtes aussi déjà. Et ils sont toujours là. Et en fait, c'était tout quasiment. Et maintenant, ça s'est développé. Il y a des avions, il y a surtout la Riptide qui est arrivée, la Storm Surge qui est arrivée, la Ghost Kill, le Storm Surge et Ghost Kill sont les plus récentes. Les Commanders qui ont pris une place qu'ils n'avaient pas tant que ça au tout début. C'est assez intéressant. Et surtout, ça s'est étoffé de plein de personnages. Et c'est une des armées qui a le plus de personnages uniques et nommés maintenant. Ce qui est assez cool. Ok, t'as parlé des points forts et des points faibles au sein du fluff et comment est-ce que ça se traduit justement au sein de l'armée. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de leur gameplay? Ouais. Alors le gameplay taux, c'est intéressant parce que du coup, c'est une traduction directe de cet aspect du fluff aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as vraiment qu'une seule, voire 2 phases de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont bouger, bon ça comme tout le monde évidemment, ils vont tirer, normalement très fort, voire plus fort que les autres, et ensuite c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de corps à corps, et il n'y a pas de phase de psy. Encore que, après, évidemment, à la phase de corps à corps, ils ont l'avantage d'avoir l'Overwatch, le tir en état d'alerte, et surtout avec la V9, on le verra plus tard, parce que maintenant c'est les seuls qui l'ont. Mais c'est là que ça s'arrête. Et du coup, c'est une énorme faiblesse, évidemment, d'avoir moins de phases que les autres, qui se traduit par une force, évidemment, c'est-à-dire que leur phase de tir est normalement bien plus performante que celle des autres. Tu viens de parler justement du tir en état d'alerte. Historiquement, quand on se faisait charger sur les autres éditions, on pouvait tout simplement tirer dessus avec énormément de malus à la touche, mais quand même tirer dessus. Et les taux avaient comme intérêt de pouvoir, déjà soit avec un set, donc en fait le set des taux, c'est-à-dire vraiment la maison, on va dire, d'un certain culte de taux, pouvoir justement le faire mieux. Et aussi et surtout que tous les copains à côté pouvaient justement assister l'unité qui allait le faire. En V9, ça a changé. Maintenant, cette règle, on va dire, on la paye, c'est-à-dire qu'en fait, on va la déclencher via l'utilisation d'un stratagème, alors que les taux, eux, vont le faire en passif. Toujours avec cette règle où les copains peuvent tirer. Maintenant, est-ce que ça veut dire par rapport au gameplay que tu présentais juste avant, ça t'induit pas le fait de jouer paquet? C'est un peu le problème. En fait, si on veut parler du tir en état d'alerte, il faut aussi parler de la règle vol. Parce qu'en fait, comme maintenant, on ne peut plus se désengager et tirer avec vol, l'importance de ne pas se faire contacter au corps à corps est beaucoup plus importante pour le taux. Donc, l'importance du tir en état d'alerte aussi est décuplé. Le problème, c'est que le tir en état d'alerte avec ses règles qui permettent de faire intervenir tout le monde, c'est que ça force à jouer paquet effectivement, et ça c'est pas forcément le style de jeu idéal de la V9. Alors ça fonctionne, c'est fort, c'est mieux que ce qu'ont les autres armées, mais est-ce que c'est adapté à la V9 et aux parties d'aujourd'hui? Ça c'est moins sûr.
T'as parlé du fait que leur force venait de leur arsenal et pas de la skill. Pour parler vraiment en termes de gameplay, leur arsenal aujourd'hui, c'est un codex, donc qui a été écrit en V8. Eux, malheureusement, n'ont pas été introduits dans la campagne Vigilus, qui de toute façon aujourd'hui a été invalidée par le fait qu'on ne peut plus utiliser de détachement de spécialistes en matchplay. Et aussi et surtout, Psychic Awaken, la campagne qui a dévoilé un tome autour du bien suprême. Est-ce que tu peux nous dire ce qui ressort de la lecture du codex, point fort, point faible, et aussi de ce PA? Le Codexo, il est très complet, il a l'avantage d'avoir énormément d'unités différentes. Donc se lancer dans le taux, c'est intéressant. Il y a vraiment du choix, il y a des armes très puissantes, il y a des armes indispensables, comme la Riptide évidemment, dont tout le monde a entendu parler. Mais il y a des restrictions, c'est-à-dire qu'il allait pas très loin dans les règles spécifiques de chapitre, les règles de 7 taux. Les stratagèmes étaient assez limités, il y avait plein de choses qui l'empêchaient de vraiment aller au-delà du codex. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais fait le tour, tu avais fait le tour. Et là, le PA a apporté exactement ce qui manquait, c'est-à-dire beaucoup plus de règles qui ne sont pas fixes dans ce qu'elles apportent, mais qui sont flexibles dans ce qu'elles proposent. C'est-à-dire qu'on peut construire son propre set en mélangeant des aptitudes différentes. On peut faire des combos entre certains stratagèmes et certaines armes prototypes nouvelles qui vont complètement transformer une unité. Et ça, c'est vraiment bien. Ce qui fait que pour moi, avoir le Psychic Awakening Tau aujourd'hui, c'est indispensable si tu veux faire du Tau. Et le Codex Tau est indispensable évidemment pour les entrées, mais moins pour ce que tu vas faire de l'armée. Ce que tu vas faire de l'armée, c'est là que ça se passe. L'introduction de l'armée Tau est maintenant faite. On va voir justement les Tau en V9. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'apprentissage de cette nouvelle version? Comment se positionne ce codex-là? Puisque aujourd'hui, on le voit, pour gagner une partie, ça se joue uniquement avec les objectifs primaires et secondaires. Et c'est très souvent les objectifs, donc vraiment le positionnement sur la table qui va faire la différence. Et les taux sont très bons pour asmater un point de la table, mais pas pour aller le prendre. Donc justement, comment est-ce que ça se positionne au sein de cette V9? Eh ben, c'est assez compliqué. Il y a pas de grand négatif ou de grand positif. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, le cœur de la façon de jouer tôt enfin avec le codex, était vraiment centré sur la V8 et les règles V8. Et pour l'instant, c'est pas extrêmement bien adapté aux règles V9, justement ce que tu viens de dire. C'est facile d'aller tuer une unité qui est en train de tenir un objectif pour un joueur tôt, mais par contre, envoyer quelque chose derrière, c'est vachement plus compliqué. On a des troupes super OP, mais on en a 3 types qui sont très fragiles, qui sont pas très nombreuses, qui ont le seul avantage de pouvoir être embarqués dans un transport pas cher, on y reviendra. Et du coup, pour envoyer des choses sur un objectif et le tenir, c'est compliqué, surtout s'il faut survivre derrière. Alors on a des options très tanky, genre une Riptide, une Ghost Kill, mais le problème c'est que maintenant, sans le fly de la V9, si elle se fait engager au corps à corps, ok cool, elle peut tirer dans l'unité au corps à corps, c'est une nouvelle règle, c'est sympa. Mais en vrai, si c'est 25 boys, tu les tues pas, eux ils sont super OP et tu n'as plus l'objectif. Et en plus, au niveau de ton arsenal, c'est beaucoup d'armes lourdes. Donc déjà, t'es une CT de merde parce que t'es tôt, donc tu touches à 4, là tu toucheras à 5. Tu peux pas mettre de ciblage, puisqu'en fait, pour le coup, ils sont au corps à corps. Exactement. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça, c'est compliqué. Avoir perdu la possibilité de tirer en se désengageant avec la règle du vol, c'est le truc le plus compliqué pour l'instant pour le taux. Ça change vraiment ce qu'il doit faire et ça restreint beaucoup les options. Donc, on verra ce que le futur Codex Tau apporte, peut-être justement des nouvelles règles avec les mots-clés qu'ils ont, justement, qu'ils soient vol ou répulseur. À l'heure actuelle, c'est compliqué et on peut pas jouer comme avant, ça c'est sûr. J'ai parlé du style de jeu, comment on gagne justement avec le Chapter Approve et la prise des objectifs. Dans le Chapter Approve, il y a aussi justement le passage des coups en points V8 à un V9. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Pour rappel, la plupart des armées ont pris entre 15 et 20%, dépendamment des entrées. Alors le passage des coups en points du taux est assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas catastrophique du tout. Il y a plein de choses qui s'en sortent très bien, genre la Ghost Kill s'en sort très bien, le Devilfish s'en sort parfaitement bien. Même la Riptide, ça va, elle coûte plus cher, on est à 305 points ou 320 points en fonction de l'arme, mais en vrai, ça va. Le problème, c'est les taxes taux. Le principe de taxe taux, ça existe depuis très longtemps, c'est-à-dire c'est les marqueurs et les drones. C'est un pourcentage de points de l'armée que tu es obligé de mettre dans les drones et les marqueurs pour faire fonctionner le reste de l'armée. Donc pour expliquer le marquage, c'est désigner une cible avec des tirs de marqueurs laser qui permettent d'améliorer le tir des autres unités qui vont tirer dessus. Et les drones, c'est de la protection. Ça va intercepter les blessures, ça va se déplacer sur la table, ça va donner des bonus à certaines unités. Et donc le problème de cette taxe, c'est-à-dire que ces unités-là, les marqueurs et les drones, ont beaucoup augmenté en points. Et comme les armées sont plus petites maintenant, parce que tout a augmenté, avoir besoin d'une taxe plus chère qu'avant pour remplir son armée, ça fait qu'en fait, si tu respectes les règles de la taxe et que donc tu as ton minimum de marqueurs et ton minimum de drones, tu as vraiment beaucoup moins de choses à côté maintenant. Et c'est assez compliqué. Et c'est aussi ce qui va pousser le taux maintenant, essayer de jouer des unités indépendantes du marquage et indépendantes des drones si possible. Heureusement, le PA offre certaines options pour ça. Donc là, on vient justement de passer sur l'évolution des coups en points. On va aussi voir les changements majeurs des différentes règles. Bien sûr, la principale, c'est les décors. Le fait d'avoir des occultants quand on est en dehors ou
des petites fenêtres quand on est dedans, et de tous ces couverts. Comment est-ce que justement Leto gère ces nouvelles tables? Même question aussi pour la diminution de sa taille. Eh bien, il y a un énorme point positif, c'est que avec les décors occultants, le tau peut aussi se cacher. Alors forcément, c'est pas positif quand tu veux tirer sur ton adversaire, mais heureusement, le tau a accès dans son arsenal au SMS, les lance-missiles sans ligne de vue. Donc maintenant, évidemment, enfin c'était déjà le cas avant, mais là, en jouer le plus possible, c'est indispensable. Ça ignore les couverts et ça ignore les lignes de vue. Donc c'est très important, évidemment. Mais le gros désavantage, c'est que énormément des nouveaux couverts donnent -1 pour toucher. Alors heureusement, en V9, il n'y a plus le cumul des -1, mais avant, en fait, on avait ce problème que contre très peu d'armées. Contre l'Alpha Légion, contre l'Eldar, qui pouvaient te cumuler des malus et tu touchais plus rien. Là, le problème, c'est que maintenant, plein d'armées ont accès au -1 pour toucher, dès qu'ils touchent un décor, et ça fait que le taux, il va très souvent toucher à 5+, et avoir en plus du mal à poser ses marqueurs, donc même pas souvent réussir à rattraper ça avec un +1 pour toucher. Alors après, tu l'as dit aussi, ça va te permettre de te cacher, et donc énormément de synergie possible, à base de mon tireur est visible, mais mes drones non. Alors ça, évidemment, c'est un avantage énorme. Pouvoir cacher juste 5 drones derrière un mur, même sans le toucher, hein, juste derrière un mur, avec la Riptide qui, elle se colle, elle voit à travers une fenêtre, un truc comme ça, forcément c'est très fort. Après, le drone, il a pris 5 points. Par contre, le fait d'avoir des tables très chargées en décor et avoir le mot-clé vol, ça a un avantage, évidemment, même si on peut plus déglinguer et tirer, au moins on peut rentrer dans les décors, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec tout ce qui est battlesuit, atterrir dans les forêts, sur les bâtiments, on fait ce qu'on veut, et ça c'est pratique. Et surtout, en général, c'est des unités qui ont une valeur de mouvement assez haute, ce qui fait qu'en plus, la réduction de la taille des tables fait que tu peux aller plus ou moins où tu veux sur la table en taux. C'est juste qu'il faut vraiment très bien planifier sa partie, parce que tes Crazy et tes Riptide, et même les Ghost Kills, elles vont être sanctionnées beaucoup plus fort qu'avant. Avec la V9, on a aussi le fait que les personnages sont plus difficiles à cacher. Pour rappel, ils doivent être à 3 pouces d'unité de type véhicule, monstre, ou d'une unité, on va dire, de plusieurs figurines dedans, mais avec au moins 3 modèles à l'intérieur. Et surtout, jamais la figurine la plus proche. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport au taux? Avantage, inconvénient? C'est deux choses. C'est un avantage dans le sens où, dans sa masse de troupes, tout ça, tous les personnages à aura, ils vont être vachement plus faciles à protéger. Tu mets tes Riptide autour de ton éthéré, tu mets ton cadre Fireblade autour des troupes, Darksider, tout ça. Ça, c'est impeccable. Le problème, c'est pour les commandeurs. Les commandeurs, ils avaient besoin, et surtout, ils avaient la capacité de se projeter loin pour aller taper sur des trucs un peu partout. Et comme tu avais aussi des unités au centre de la table, ils étaient jamais les plus proches, au final, où tu te débrouillais toujours avec 2 drones devant. Enfin, c'était possible. Le problème, c'est que maintenant, dès que tu vas les projeter quelque part, ils vont se retrouver isolés et là, ils vont mourir instantanément. Évidemment, le point fort de ça, c'est que si t'as un Colstar avec 4 fuseurs et que t'as décidé d'aller tuer Jean-Luc, qui est tout seul derrière son mur là-bas, tu atterris à côté, tu lui mets 4 coups de fuseur dans la face et normalement, c'est réglé. Mais bon, c'est 170 points le sacrifice. Il faut que ça gagne la game, quoi. Et dernier, on va dire, changement sur lesquels on va pouvoir juste matcher l'armée taux, c'est paradis des gros calibres, le fait quand on est de type infanterie d'avoir un malus de -1 pour toucher avec une arme lourde, ce qu'on n'a plus avec un véhicule ou un monstre, et le fait de pouvoir tirer au corps à corps quand on est un monstre ou un véhicule avec toutes les armes, sauf celles à déflagration. Qu'est-ce que toi t'en penses? Eh ben, ça arrange beaucoup les Riptide et les Ghost Kills, qui sont des monstres battlesuit, qui vont pouvoir se déplacer sans aucun malus pour tirer avec leurs armes lourdes, et vont pouvoir surtout libérer ce slot de système de soutien qui était utilisé pour utiliser le système qui faisait exactement la même chose. Et maintenant, on va pouvoir le remplacer par un système qui donne +1 pour toucher sur les volants ou relancer tir en état d'alerte. Par contre, le tir au corps à corps, c'est pour moi une fausse bonne surprise. On se dit, ah ben vas-y, tu peux me charger, de toute façon, je te tirerai dessus au corps à corps avec Maritime. Mais comme je l'ai donné tout à l'heure avec l'exemple tout simple des boys, en fait, c'est ton adversaire qui choisit sur quoi tu vas tirer. C'est pas un vrai avantage. Parce que s'il te charge avec un rhino, eh ben, t'es content avec ta Gatling de tirer au corps à corps sur le rhino. Peut-être tu le tues, mais probablement pas. Et du coup, voilà. Alors ça, c'est le problème de beaucoup d'armées. Après, c'est vrai que c'était de merde, avec un -1 derrière, parce que c'est que des armes lourdes, ça veut dire que ça sera sur du 5. Même en surchauffe, une Riptide qui va faire 18 tirs, stat, t'as raison, elle te sort pas 10 boys. Il y a ça, et aussi le fait qu'il y a rien qui est synergisable, puisque pour le coup, tous tes marqueurs, qui, comme tu l'as dit, étaient des taxes, en plus de ça, comme t'es au corps à corps, la plupart des copains ne peuvent pas aider. Exactement, et c'est bien ça le cœur du problème. Là, on sort vraiment du constat. C'est-à-dire qu'on a pris la V9, on a essayé de la faire matcher avec justement les taux. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles? Quels sont vraiment les points forts des taux? Qu'est-ce qui fonctionne en termes de liste? Alors, il y a la base taux V8 qui fonctionne encore. C'est stupide, c'est les 3 Riptide. C'est pas que ça ne marche plus ou que ça marche mieux, c'est juste que c'est tellement fort que de toute façon, en l'état, ça marche. Ça a beaucoup plus de problèmes qu'avant, comme on l'a cité avec les changements de règles. C'est moins facile à utiliser, mais l'unité en soi, elle est toujours aussi forte. L'augmentation en coût en points ne change rien. C'est une valeur sûre qui est pas indispensable du tout, mais au moins on peut pas se tromper, ça marche.
Après, il y a des choses qui vont revenir qui sont très intéressantes, notamment les Devilfish remplis de strike, les unités de base qui est super OP. On va les mettre avec un cadre Fireblade à l'intérieur, comme ça, quand nos 10 strikes vont sortir sur un objectif, ils auront 30 tirs à courte portée de force 5. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça synergise évidemment avec tous les lasers, ça synergise très bien avec Dark Strider, qu'il va falloir jouer si on joue le 7 taux, qui va permettre à l'infanterie de se désengager et tirer quand même, et surtout de donner à une unité d'infanterie plus un pour blesser une cible. Et ça, c'est quand même très bien. Donc, en résumé, on va avoir un cœur de liste en arrière qui sera composé probablement de Riptide. On peut aussi avoir des Broadside ou autre chose comme ça, même des Crisis lance-missiles à longue portée. Et on va avoir besoin définitivement d'une force de projection, et là la meilleure chose qu'on a, c'est les Devilfish remplis de troupes super OP. Une autre chose qui est très avantageuse, c'est les Ghost Kills qui se déploient où on veut sur la table, hors de sa zone de déploiement, tant que c'est à plus de 9 pas de l'ennemi ou de la zone de déploiement adverse. Et vu que c'est maintenant un jeu extrêmement basé sur les objectifs, c'est très bien de les poser directement là-bas, voire un peu cachés pour qu'elles fassent un petit saut au tour 1, et les tenir tout de suite en attendant que les Devilfish arrivent. Donc ça, c'est une très bonne unité. On pourrait dire que les stealths sont très bien aussi pour ça, mais les stealths sont infanterie, et du coup, eux ne peuvent pas tirer une fois qu'ils sont engagés au corps à corps, et comme le fly ne marche plus, ils ont plus trop d'options une fois qu'ils ont été pris. Dans les autres choses qui marchent pas mal du tout, c'est les Crisis en frappe en profondeur, et surtout avec le set Farsight. Donc on va prendre des unités de Crisis qui peuvent être soit petites, soit énormes, et aller jusqu'à plus de 800 points, qui seront blindées d'armes, vont arriver sur la table, avec les stratagèmes et les règles spéciales du PA, elles vont avoir une CT très très élevée, 3+, et en plus elles vont toucher avec des marquages laser maximum, et vont dévaster tout ce qui est à portée. Donc ça c'est très fort. Tout ce qui est 18 pouces donc. Tout ce qui est à portée des armes, mais en général on va leur préférer les armes qui ont portée 18. Après la contrepartie, elles sont très tanky aussi, ce qui est très bien, mais s'ils se font cliquer au corps à corps par quelque chose, elles sont inutiles maintenant. Donc il faudra jouer très tactiquement et vraiment bien anticiper les déplacements, et il faudra se projeter sur plusieurs tours. Là, c'est intéressant, tu parles de se projeter sur plusieurs tours. Encore une fois, on est dans cette V9, on est sur un système ITC, historique, on va dire justement, de façon de marquer des points. Donc, on doit se projeter sur des tours. C'est la lecture d'une phase de commandement à l'autre qui te fait marquer des points d'un tour, voire 2 ou 3 tours après. Est-ce que ça veut dire que les unités très mobiles, moi je pense au speeder pour aller chercher un objectif secondaire, type les quarts de table ou type dans la zone ennemie, est-ce que justement les unités type Piranha, peut-être même les aéronefs, vont être bons ou pas dans cette version ? Alors, les aéronefs, tout de suite, ils ont un problème énorme, c'est la taille réduite des tables. Pour le Razorshak, qui est juste un jet de combat, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, il est là, il fait ce qu'il veut, s'il sort de la table, il revient en FEP, il n'y a pas de problème. Pour le Sunshark Bomber, il y a un problème, c'est justement cette sortie de la table. Parce qu'il a besoin de passer au-dessus d'une unité pour larguer ses bombes. Mais s'il revient en frappant en profondeur après être sorti de la table, il largue ses bombes sur personne. Et comme les tables sont plus petites, c'est d'autant plus dur de le garder à l'intérieur et de viser un peu ce qu'on veut. Donc c'est pas que l'unité est morte, parce qu'elle a plein de fonctionnalités, elle est très bien, mais disons que la V9 ne l'aide pas, en tout cas celle-là. Et pour ce qui est des autres unités très mobiles, Piranha ou V-Speed par exemple, c'est très intéressant. Le problème, c'est à nouveau le même, c'est que c'est pas des unités super OP, et c'est pas des unités qui vont charger pour sortir quelque chose d'un objectif. Donc elles peuvent y aller, elles peuvent tirer, elles peuvent faire des choses, mais ensuite, une fois que tu as tué l'unité qui est dessus, est-ce que tu peux le reprendre derrière? Ça va dépendre de pas mal de trucs. On a aussi une autre bonne unité, c'est Farsight, le chef de l'enclave Farsight, qui permet de faire 2 Montka par partie, qui permet à toutes les unités à portée de son aura d'advance et de tirer quand même. Ce qui est quand même très important dans un setup où il faut se déplacer à tout prix pour aller chercher les objectifs. Donc ça, c'est pour ce qui est de ce qui va marcher principalement en termes d'attrition et pourquoi pas de prise de table. Ça va donc s'orienter autour des objectifs secondaires. Bien sûr que ça va être adversaire dépendant, que s'il joue plein de véhicules, tu iras chercher justement le fait de marquer 2 points ou 3 points quand tu pètes des véhicules et ainsi de suite. Contre un Nika, tu vas aller chercher celui des super lourds. Mais à ton avis, on va dire que quel que soit l'adversaire ou dans la plupart des match-ups, qu'est-ce que tu vas aller chercher en objectif secondaire ? Alors, il y a un objectif secondaire qui va être très bien quand on joue 3 Riptide, c'est combattons tant que nous tenons. Yes, alors en gros, vous allez devoir choisir dans votre armée les 3 figurines qui valent le plus cher. En l'occurrence, c'est des figurines individuelles, donc c'est les Riptide. Et à la fin de la partie, si celles-ci n'ont pas été détruites, vous marquerez 5 points pour chacune d'elles. Ça veut dire, théoriquement, qu'à part si tu te fais table rasée, mais il y a peu de chance avec 3 Riptide, que tu vas partir de base avec 15 points. Et c'est très avantageux, justement, dans ces types de listes où on a une projection et une force qui reste derrière. C'est-à-dire que pour contrer cet objectif, mon adversaire sera obligé de s'occuper des Riptide derrière et pas de ce qui est devant et qui prend les objectifs. Donc c'est vraiment, ça permet d'avoir une double fonctionnalité et des Riptide et de la projection.
Là, encore une fois, ça parle d'attrition ou de ne pas se faire attritionner. Et au niveau du contrôle map? La prise des cartes de table marche quand même très très bien en taux, notamment avec les Devilfish et les Ghost Kills qui seront déjà placés sur d'autres cartes de table ou qui vont très vite s'y projeter. C'est des objectifs qui sont assez faciles à faire. Évidemment, le carte de table qui est chez ton adversaire, en général celui-là il est plus dur à accomplir, mais en avoir 3 c'est déjà pas mal. Ok pour les cartes de table. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses des objectifs secondaires à action, qui te privent justement soit du tir, soit d'autre chose? Je pense qu'on va pas prendre le rituel psychique en taux, déjà. Mais par contre, on va prendre planter les drapeaux, surtout si on joue de l'infanterie, embarquée ou non, parce que ce soit des petits personnages éparpillés partout ou nos petits MSU de strike, on va planter les drapeaux dans les objectifs qui sont chez nous et ensuite se projeter vers les autres. Ça fait pas énormément de points dans une partie, mais ça vaut ce que ça vaut et en fin de partie, ça rapporte. Donc ça vaut vraiment le coup pour la fin de game quand on a réussi à prendre la table et à avoir posé son infanterie sur les objectifs. Ok pour les secondaires. Maintenant, on va un petit peu parler des primaires et ça sera aussi, je pense, la conclusion des taux au début de V9, puisque, pour rappel, il va falloir tenir des objectifs jusqu'à sa prochaine phase de commandement pour pouvoir marquer de 5, 10 ou 15 points. Historiquement, il faut savoir que le taux se rattrapait avec ce qu'on appelait l'Eternal War, c'est-à-dire vraiment les points en fin de partie. Et il restait chez lui en château, et il fallait qu'il explose ce château à partir du T3 pour arriver à prendre toute la table, T5, T6 ou T7. Là, en V9, on s'arrête au tour 5 fixe, et en plus de ça, tu es récompensé par le capture de la table au fur et à mesure des tours à partir du tour 2. Comment est-ce que ça va se traduire pour les taux? Alors le principal avantage pour le taux, ça va être sa tankiness. C'est pas facile de mourir en taux normalement si on s'en sort bien, surtout avec les drones ou même les unités génériques qui sont suffisamment résistantes. Le problème, c'est que autant les objectifs chez soi, ça va être facile de les garder en plantant une retail dessus. Les objectifs milieu de table, voire plus loin, c'est très compliqué. Il va vraiment falloir compter, comme on en avait parlé, sur une planification plusieurs tours à l'avance, pouvoir tuer les unités de projection adverses pour pas qu'elles viennent chez soi ou au milieu de table, et petit à petit aller grappiller les objectifs centraux. Le problème, comme tu l'as dit, c'est que du coup en début de partie, ça va pas être facile à moins que les Ghost Kills qu'on aura placés soient restés en place. Et du coup, il va falloir compter sur la fin de la game pour rattraper les points. Et c'est là où effectivement les objectifs primaires ne vont pas vraiment faciliter le travail du tout. D'accord, donc en conclusion, en tout cas en lecture de ce que tu dis, on sera sur une armée qui mettra très peu de gros écarts de points. Puisque pour le coup, contrairement à des armées qui vont mettre beaucoup de points en early game, toi, c'est sur la late game que tu vas créer et que tu vas creuser l'écart entre les deux. C'est exactement ça. En fait, il va vraiment falloir compter sur les secondaires en early game pour pas trop se faire dépasser et sur les primaires en fin de game, à condition évidemment d'avoir fait tout le travail et d'avoir plus ou moins rasé la table. On vient donc de faire un constat finalement des différents traits de caractère en points positifs inhérentes à cette faction et comment est-ce que ça va matcher avec la V9. Est-ce que toi justement, tu as un mot de la fin pour parler des taux sur cette version? Oui, le problème des taux de cette version, c'est qu'on ressent très fortement que le codex n'est pas fait pour. Le codex est vraiment fait pour la V8, il était très performant en V8. Les unités du codex sont toujours très performantes, c'est au niveau des règles que ça marche vachement moins bien. C'est pas forcément négatif, c'est juste que les synergies sont pas là, il manque des choses, et on est du coup forcément en attente d'un nouveau codex V9 qui sera centré sur les règles V9 et qui va probablement donner un renouveau et un grand bol d'air frais. Tu sais qu'on est aussi en attente d'un coiffeur. Ouais. Ma femme aussi. Et qu'est-ce que tu dirais à un nouveau joueur taux, ou en tout cas un nouveau joueur de l'univers, qui veut se lancer avec cette armée au sein de cette version? C'est un très bon choix avec une identité visuelle unique et très forte. C'est une armée qui est facile à prendre en main, mais qui est moins permissive qu'avant, donc on a moins le droit à l'erreur, mais elle reste quand même très simple dans son fonctionnement. Le fait que ce soit plus compliqué la rend aussi vachement plus gratifiante à jouer, on se sent bien plus content d'avoir réussi nos actions et de pas s'être fait piéger par son adversaire, et on a quand même tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire sur la table, et notamment cibler un point et un objectif, et le raser complètement, pour ensuite aller le capturer plus tard. Mais écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu présenter les taux en 7V9. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, le petit poisson. Exactement, ils sont toujours bleus, nos pouces. Ils sont toujours bleus. Les taux, c'est les plus positifs. C'est le bien suprême. Si vous voulez continuer de supporter Fred sur Exhibition, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers. Je t'ai rien cassé. Non, c'était très bien.